Pendant plus de 50 ans, il a incarné l'élégance incarnée. Le visage du cinéma américain. L'homme que tout Hollywood admirait. Mais aujourd'hui, à 88 ans, Robert Redford brise enfin le silence sur ce qui se passait vraiment derrière les caméras. Et ce qu'il révèle va vous glacer le sang. On a tous cette image idéalisée d'Hollywood. Les tapis rouges, les sourires éclatants, les collaborations légendaires immortalisées sur pellicule. Mais la réalité? Elle est souvent bien plus sombre. Redford vient de dévoiler les noms de cet acteur avec lesquels il a vécu un véritable cauchemar. Et croyez-moi, ces histoires révèlent une face d'Hollywood que personne ne veut montrer. Des égos démesurés aux manipulations calculées, des plateaux transformés en champs de bataille aux amitiés détruites par la jalousie. Aujourd'hui, nous plongeons dans les coulisses les plus toxiques de l'industrie du cinéma. Restez jusqu'à la fin, car la dernière révélation va complètement changer votre vision du cinéma. Commençons par une collaboration qui, sur le papier, semblait magique. D'un côté, l'icône d'Hollywood, symbole d'authenticité et de sobriété artistique. De l'autre, la plus grande star commerciale de sa génération. Leur film ensemble? Lion Forlan. Le résultat? Un désastre absolu qui laissa Redford avec un goût amer pendant des années. Dès les premières heures de préparation, Redford sentit que quelque chose clochait. Cruise n'arrivait pas seul. Il débarquait avec une armée, attaché de presse, consultant en images, stratège politique. Le plateau ne ressemblait plus à un espace créatif, mais à une opération militaire de relations publiques. Et Redford, habitué à l'indépendance créative, se retrouvait étouffé par ce cirque médiatique. Le conflit était philosophique. Redford voulait créer un film politique austère, une réflexion douloureuse sur les échecs de la guerre en Irak. Un film qui dérange, qui questionne, qui force le spectateur à réfléchir. Mais Cruise? Il traitait chaque scène comme un spot publicitaire électoral. Obsédé par les angles de caméra, exigeant des stylistes en permanence sur le plateau, discutant les affiches promotionnelles avant même d'avoir terminé le tournage. Un membre de l'équipe se souvient de Redford murmurant, épuisé, « Est-ce qu'on fait du cinéma ou une campagne publicitaire ?» La réponse était claire. Pour Redford, l'art consistait à chercher la vérité brute, même inconfortable. Pour Cruise, il s'agissait de contrôle, d'image, de manipulation émotionnelle du public. La pression du studio n'arrangeait rien. United Artists, fraîchement relancé par Cruise, imposait des délais impossibles. Le budget était serré. Le scénario changeait constamment. Même Meryl Streep, pourtant réputée pour son professionnalisme légendaire, perdit patience. L'atmosphère devint toxique. Ce qui devait être une œuvre d'art se transforma en négociation quotidienne entre vision artistique et stratégie marketing. Quand le film sortit, ce fut un naufrage critique et commercial. Mais pour Redford, la vraie douleur n'était pas l'échec. C'était d'avoir vu son film vidé de son âme avant même sa sortie. Cruise passa à d'autres blockbusters. Redford, humilié, jura de ne plus jamais retravailler avec lui. Leur collaboration se termina sans même un adieu. Juste un silence pesant et des regrets éternels. Partie 2. Paul Newman. Maintenant, parlons d'une relation encore plus complexe. Celle qui illustre comment la gloire peut empoisonner même les amitiés les plus prometteuses. Aux yeux du monde entier, Redford et Newman formaient le duo mythique par excellence. Butch Cassidy et le Kid, l'arnaque, des classiques intemporels qui ont défini une génération. Leur complicité à l'écran semblait si naturelle que personne n'imaginait les tensions qui couvaient en coulisses. Tout commença avec un déséquilibre. Quand Newman insista pour garder Redford dans Butch Cassidy, c'était un geste généreux qui lança la carrière du jeune acteur. Mais ce geste planta aussi les graines d'une rivalité qui ne cesserait jamais de grandir. Newman était la star établie. Redford, le nouveau venu qui soudainement captait toute l'attention. Et Newman, malgré son sourire en public, avouera plus tard avoir ressenti une jalousie dévorante. La confession fut stupéfiante, Newman en vit le rôle de son partenaire. Il aurait préféré jouer Sundance, ce personnage cool et détaché, plutôt que le bavard Butch Cassidy. Pendant qu'ils riaient ensemble à l'écran, Newman bouillonnait intérieurement en voyant Redford devenir une star. Quand vint l'arnaque, la dynamique s'était inversée. Cette fois, c'était Redford que le studio voulait en priorité. Redford alla même jusqu'à sacrifier une partie de son salaire pour que Newman obtienne ce qu'il exigeait. Mais ce geste, loin de renforcer leur amitié, ne fit qu'exposer la fissure béante entre eux. Les tensions s'accumulèrent.
Newman, obsédé par la ponctualité, ne supportait plus les retards chroniques de Redford. Dans ses mémoires, il écrira sans filtre, impossible de compter sur lui. On ne sait jamais s'il sera là. De son côté, Redford s'irritait de voir Newman s'imposer de plus en plus dans les décisions de production, agissant presque comme un producteur plutôt qu'un partenaire. Leur relation devint une compétition silencieuse. Polie en public, corrosive en privé. Redford admirait le talent de Newman mais détestait ce qu'il percevait comme de la manipulation. Newman respectait Redford mais ne lui pardonnait jamais son imprévisibilité. Le public rêvait d'un troisième film. Des scénarios circulaient pendant des décennies. Mais Newman reculait toujours. Certains disent que c'était à cause de l'âge. D'autres, plus proches des deux acteurs, murmurent une vérité plus amère, leur amitié s'était éteinte. Trop d'années de jalousie, trop de frustrations accumulées, trop de batailles d'ego avaient tué la magie d'autrefois. Quand Newman mourut en 2008, il emporta avec lui tout espoir de réconciliation. Partie 3, Dustin Hoffman. Passons maintenant à une collaboration qui, ironiquement, produisit un chef-d'œuvre tout en détruisant toute possibilité de travailler à nouveau ensemble. Les Hommes du Président restent aujourd'hui un monument du cinéma américain. Un film étudié dans les écoles de journalisme. Une référence culturelle absolue. Mais derrière cette réussite se cachait un conflit de style si intense que Redford jura de ne plus jamais partager l'écran avec Hoffman. Le problème était fondamental. Redford croyait en la discipline, en la structure, en la précision millimétrique. Il était l'acteur que les réalisateurs adoraient, préparé, concentré, fiable. Hoffman, lui, était l'incarnation du chaos créatif. Un acteur de la méthode qui improvisait sans cesse, changeait ses mouvements pendant les prises, se plaçait stratégiquement dans la lumière pour dominer le cadre. Les techniciens se souviennent de Redford serrant les dents, visiblement au bord de l'explosion, mais trop professionnel pour craquer publiquement. Un éclairagiste raconta, l'air devenait électrique chaque fois que Hoffman lançait une de ses expérimentations spontanées. Une scène de coups de téléphone devint légendaire sur le plateau. Hoffman fit cette prise différente, chacune avec un rythme, un ton, des répliques improvisées complètement différents. Redford, forcé de réagir à chaque variation, bouillonnait intérieurement. Il confia au réalisateur, exaspéré, « On essaie de raconter une histoire cohérente, pas de collectionner 1000 petits moments aléatoires. » L'ironie ? Les deux hommes étaient également obsédés par l'authenticité. Redford avait passé des mois à observer Bob Woodward. Hoffman s'était pratiquement installé dans la vie de Carl Bernstein, imitant sa voix, sa démarche, jusqu'à ses tics. Mais là où Redford voyait l'immersion comme une préparation en amont, Hoffman la transformait en performance continue sur le plateau. C'était étouffant. Quand le film triompha avec 4 Oscars, beaucoup imaginèrent que ce serait le début d'un nouveau grand duo d'Hollywood. Mais Redford avait déjà tranché. Jamais il ne critiquerait Hoffman publiquement. Jamais il ne créerait de scandale. Il refusa simplement de répéter l'expérience. Des années plus tard, quand on lui demanda pourquoi, sa réponse fut laconique mais lourde de sens, une fois suffit. Parti. Maintenant, abordons une dynamique différente. Une collaboration répétée sur plusieurs décennies qui révéla des tensions d'une toute autre nature. À l'écran, Redford et Fonda semblaient parfaitement assortis. De pieds nus dans le parc à Nos âmes la nuit 40 ans plus tard, leur alchimie paraissait intemporelle. Mais Fonda elle-même brisa l'illusion lors d'une interview à Cannes avec une déclaration fracassante, il détestait les scènes d'intimité. Il était constamment de mauvaise humeur. Pendant des années, j'ai cru que c'était ma faute. Mais j'ai compris, il a un problème avec les femmes. Leur première collaboration fut professionnelle mais glaciale. Fonda avoua des années plus tard qu'elle était tombée amoureuse de lui pendant le tournage. Mais Redford maintint une distance fermée, refusant catégoriquement de brouiller les frontières entre fiction et réalité. Pour Fonda, cette froideur était déconcertante. Pour Redford, c'était une ligne à ne jamais franchir. Le schéma se répéta film après film. Redford arrivait souvent avec des heures de retard, visiblement irrité, créant une atmosphère tendue. Il rejetait l'ouverture émotionnelle et l'intensité que Fonda apportait naturellement. Elle voulait de la connexion authentique. Lui voulait du contrôle et de la distance. Pendant The Electric Horseman, la tension atteignit son paroxysme. Fonda, déjà divorcé 2 fois, cherchait de l'authenticité émotionnelle. Redford, installé dans sa vie privée depuis longtemps, refusait tout dépassement des limites professionnelles.
Leurs scènes d'amour devinrent des exercices de limitation émotionnelle plutôt que d'expression romantique. Ce n'est que lors de Nos âmes la nuit en 2017, alors qu'ils étaient tous deux octogénaires, que Fonda comprit enfin. Quand Redford arriva avec 3 heures de retard, visiblement irritée sans raison apparente, elle réalisa que le problème n'avait jamais été elle. C'était lui. Sa remarque à Cannes résumait des décennies de frustration, c'est quelqu'un de bien. Mais il a vraiment un problème avec les femmes. Partie 5, Gene Hackman. Parlons maintenant d'une collaboration explosive entre deux acteurs en pleine ascension, dont les styles diamétralement opposés créèrent un chaos mémorable. Downhill Racer en 1969 devait marquer le début d'une belle association. Deux talents immenses, deux acteurs intenses et déterminés, prêts à conquérir le nouvel Hollywood. Mais en coulisses, l'admiration initiale se transforma rapidement en mépris mutuel. Redford décrivit plus tard Hackman comme un marteau-pilon dans une boutique de cristal. Hackman, de son côté, pensait simplement que Redford était un imbécile arrogant. Le conflit venait d'une différence fondamentale d'approche. Redford était méthodique, calculateur, presque obsessionnel dans sa préparation. Hackman était imprévisible, brut, explosif, refusant de se plier au rythme de quiconque. Il criait pendant les répétitions, remettait en question la mise en scène, ignorait les indications qui limitaient son élan créatif. Un membre de l'équipe résuma parfaitement, on ne savait jamais quel Hackman allait se présenter. Le génie brillant ou le combattant agressif. La situation empira quand Redford, passionné de ski, insista pour exécuter lui-même des cascades dangereuses malgré une grave blessure au genou. Hackman entra dans une rage noire, fulminant auprès du directeur de production, « Est-ce que cet idiot comprend les clauses d'assurance ? S'il se blesse gravement, toute la production s'effondre. » Pour Hackman, ce n'était pas du courage artistique, c'était de l'inconscience pure. Le point de rupture survint lors d'une scène émotionnelle cruciale. Hackman, mécontent de l'éclairage, s'enferma dans sa caravane et refusa d'en sortir. Le tournage fut paralysé. L'équipe attendait, nerveuse. Finalement, Redford marcha jusqu'à la caravane, ouvrit la porte devant tout le monde et lança « Ce n'est pas ton film, Gene. C'est un travail d'équipe. Alors tu viens jouer, ou tu pars. » Hackman finit par sortir. Mais il ne pardonna jamais cette humiliation publique. Dès cet instant, leur relation professionnelle était morte. Hors caméra, ils ne s'adressèrent plus jamais la parole. Deux géants du cinéma qui ne pouvaient simplement pas coexister dans le même espace créatif. Partie 6, Barbra Streisand. Terminons avec une collaboration qui produisit l'un des films romantiques les plus iconiques de tous les temps, tout en étant l'une des expériences les plus épuisantes de la carrière de Redford. Nos plus belles années fut un triomphe au box-office. Un film qui fit rêver des millions de spectateurs pendant des décennies. Mais derrière le rideau, la collaboration fut un cauchemar que Redford refusa catégoriquement de répéter. Dès le départ, Redford résista. Le réalisateur Sidney Pollack dut passer 8 mois à le convaincre d'accepter le rôle. La raison de son hésitation était brutale, elle a la réputation d'être extrêmement contrôlante. Elle va tout diriger elle-même. Ça ne marchera jamais. Redford fixa immédiatement des limites claires avec Streisand, tout ce que je te dirai sur moi sera parce que je veux que tu le saches, pas parce que tu penses avoir le droit de le savoir. La tension était palpable dès le premier jour. Les scènes d'amour devinrent une bataille de protection personnelle. Redford insista pour porter 2 couches de sous-vêtements de protection. Streisand, de son côté, porta un maillot et une pièce sous ses vêtements. Pollack dut constamment les rassurer que les scènes paraîtraient romantiques et non sexuelles. L'inconfort était évident pour toute l'équipe. Les affrontements devinrent légendaires. Les deux stars exigeaient d'être filmées de leur profil gauche, obligeant le directeur de la photographie à inventer des placements de caméra impossibles pour qu'ils puissent se faire face sans ruiner le cadre. Redford, normalement calme, perdit patience et se moqua de Streisand en plein tournage, tournant délibérément son visage vers son mauvais profil. Streisand se figea, humilié devant toute l'équipe. Mais l'ego de Redford n'arrangea rien. Il refusa catégoriquement certaines répliques suggérant une faiblesse. Dans une scène, son personnage devait dire « Ce sera mieux cette fois ». Redford refusa, estimant que cela suggérerait au public qu'il était médiocre au lit. Il rejeta aussi une réplique mentionnant que son personnage grisonnait, déclarant sèchement que son personnage ne serait jamais gris. À la sortie, Streisand récolta tous les honneurs, nomination à l'Oscar de la meilleure actrice, statuette pour la meilleure chanson originale. Redford fut complètement ignoré.
Les critiques soulignèrent que son personnage paraissait fade comparé à celui de Streisand. Pour Redford, ce fut une humiliation totale. Des mois de tension pour finir éclipsé. Quand l'idée d'une suite fut évoquée, sa réponse fut immédiate et définitive, non. Conclusion. Au final, les révélations de Redford ne concernent pas simplement des conflits de personnalité. Elles exposent quelque chose de plus profond, une vision du cinéma en guerre avec elle-même. D'un côté, les artistes obsédés par la vérité, la discipline, le travail d'équipe. De l'autre, les égos démesurés, le contrôle absolu, l'image avant la substance. Pour Redford, la plus grande maladie d'Hollywood n'était ni l'argent ni la célébrité. C'était l'ego qui transformait chaque projet en vitrine personnelle plutôt qu'en espace de création collective. Cet acteur représentait tout ce qu'il détestait, l'importance de soi au-dessus de l'art, le marketing avant le courage, la manipulation plutôt que l'authenticité. Et aujourd'hui, en brisant le silence, Redford nous offre une leçon. Même les collaborations les plus glorieuses à l'écran peuvent cacher les batailles les plus toxiques en coulisses. Alors dites-nous, ces rancunes étaient-elles justifiées? Ou ne sont-elles qu'une autre manifestation de l'ego hollywoodien que Redford prétendait combattre? Laissez votre avis en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir encore plus de secrets sur les coulisses d'Hollywood que personne ne veut révéler.